Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. Ouais. Nous sommes le collectif Climat de Voiron. Nous sommes un collectif depuis octobre 2018, suite aux premières marches climat. C'est un collectif composé de citoyens, d'associations et d'organisations diverses. Un de nos objectifs, c'était de proposer la discussion et le débat autour des enjeux climatiques. Et donc voilà, ce soir, c'est notre première soirée débat public. Donc avant que ça démarre, je vais quand même vous situer, vous contextualiser un petit peu la gratuité. Donc ça fait 6 mois qu'on est à la gratuité totale de notre réseau de bus. Je précise, chez nous, il ne s'agit que de bus. On n'a pas de tramway, ça n'existe pas à Dunkerque. Et donc à J plus 6 mois, on est quand même capable, en capacité de vous dresser un bilan, non pas scientifique, mais un bilan basé sur ce qu'on observe, sur des ressentis. On a des éléments de comptage objectifs puisqu'on a équipé tous les bus de cellules de comptage, tout simplement. Donc on compte les entrées dans les bus. Voilà. Donc, et on le faisait déjà avant, donc on est capable de dire l'augmentation. On avait prévu ça avant. Donc je vous fais un bilan à J plus 6 mois. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. On va parler de tout de suite ce qui, je pense, vous intéresse. Donc souvent on nous demande est-ce que il y a plus de fréquentation, est-ce qu'il y a plus de gens dans les bus. Donc oui, de manière extrêmement nette. On peut dire que les Dunkerquois, les habitants de l'agglomération, ça fait 200 000 habitants au total, se sont vraiment rués dans les bus. Le mot n'est pas trop fort, à tel point que les 2 premières semaines, c'était extrêmement difficile de répondre à la demande, parce que même si on avait anticipé une hausse de la demande, on n'avait pas anticipé qu'elle serait aussi importante. Alors je ne sais pas si c'est possible d'aller au début de notre PowerPoint, ça serait bien, parce que je ne peux pas parler sans. Merci. Voilà, et la première slide, s'il vous plaît. C'est pas celle-là ? La deuxième, donc, en fait. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour rappel, ou pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de nous, il y a eu de grosses retombées médiatiques, mais j'imagine que tout le monde n'est pas forcément au fait des choses. Donc, on a rendu le réseau totalement gratuit, toute la semaine, sans condition, sans carte, rien. Les gens rentrent dans le bus, qu'on vive ou pas à Dunkerque, qu'on soit un touriste, voilà, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de carte. Et ça, c'était très très important pour les personnes qui ont décidé de faire la gratuité. Ils pensaient que ce serait un élément d'attractivité supplémentaire et je pense qu'ils ne se sont pas trompés. Et en même temps, on a proposé un réseau complètement refait à neuf. L'ancien réseau était obsolète, il était inefficace et les techniciens ont donc travaillé longtemps en amont pour proposer ce réseau nouveau. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que les chiffres qu'on vous donne, ils résultent de la gratuité et de ce nouveau réseau. Sachant qu'on pense que les chiffres d'augmentation du réseau sont plus basés que sur la gratuité que sur le fait que c'est un nouveau réseau. On pense que la gratuité, c'est quelque chose de très attractif et que c'est la qualité du nouveau réseau qui va retenir les gens qui sont venus par effet de curiosité, par effet d'aubaine. C'est notre théorie et elle se vérifie plutôt dans l'étude qu'on est en train de mener. Alors, donc comme je vous l'ai dit, la 2 premières semaines, le réseau a même été un petit peu surchargé parce qu'on avait anticipé le succès, mais pas à ce point. Donc on a dû corriger, les techniciens ont dû corriger rapidement la voilure. Et désormais, aux heures de pointe, il n'est pas rare qu'on fasse se suivre 2 bus articulés exactement à la même heure, toutes les 10 minutes, parce qu'il y a beaucoup de gens. Voilà, donc c'est une petite solution toute simple. Les réseaux, peut-être même qu'à Grenoble, ça existe déjà s'il y a des heures de pointe très encombrées. Vous m'entendez bien là parce que... Oui, bon, très bien. Alors, le niveau de fréquentation. En semaine, actuellement, il est de plus 55%. Et le week-end, il est plus 120%. Donc c'est des résultats importants pour 6 mois de gratuité. C'est la première fois que des résultats aussi forts sont enregistrés sur si peu de temps.
Et nous, on l'attribue au fait que c'est gratuité plus nouveau réseau. On pense que c'est la clé du succès, effectivement. Donc il faut juste que je précise que les gens prenaient très peu le bus à Dunkerque. C'est quand même une donnée importante, on partait pas de bus bondés. Les bus étaient plutôt vides, on va pas mentir. Et Guillaume reviendra sur la part modale, il vous donnera des chiffres un petit peu plus clairs. Donc on a même eu un pic là récemment, la semaine du 4 mars, plus 74%. Alors c'est une semaine où il a fait très beau. Donc quand il fait très beau, il y a beaucoup de gens dans les bus. Donc ça permet de dire que les gens qui sont dans les bus, ils ne le prennent pas parce qu'il fait moche pour arrêter de faire du vélo ou parce qu'ils sont à pied et qu'il pleut. Déjà ça aide à comprendre la situation. Et puis c'était une semaine de carnaval, donc c'est quelque chose de sacré à Dunkerque. Donc c'est une semaine de loisirs. Donc c'est vrai qu'on enregistre une grosse utilisation pour ce motif de loisir. C'est une donnée importante. Donc, le but à la fin, c'est le doublement, c'est le plus 100%. Et quand on voit ces chiffres-là, on se dit, dans 2 ans, on pense qu'on atteindra le plus 100%. Ça ne nous paraît pas du tout impossible. Alors la question qu'on nous pose souvent, alors est-ce que vous avez plus d'incivilité? Est-ce que dans les bus, il y a eu un afflux massif de migrants? Nous, on a des problèmes avec les migrants localement. Est-ce que le bus est rempli de SDF alcoolisés? Eh ben non, pas spécialement et même pas du tout. Au contraire, la population dans les bus est quand même plus mixte qu'avant. On observe au tout début, quand on a instauré la gratuité en 2 parties, en fait il y a eu une première partie où c'était partiel et une partie donc, totale comme maintenant. Au tout début, quand c'était partiel, on a vraiment vu de manière très nette cet afflux de familles, de retraités, d'actifs, de cadres, de gens en cravate dans les bus qu'on ne voyait pas avant. Donc ça a vraiment attiré un public différent et nouveau. Et en remplissant les bus, notre théorie, c'est que ça a permis d'avoir un contrôle social accru. C'est-à-dire dans un bus bien rempli, c'est plus difficile de vandaliser du matériel, parce qu'on est vu par quelqu'un qui est susceptible de le dire. On ne peut pas se cacher pour faire quelque chose. Donc ça joue. Voilà. Donc on le voit dans le coût engendré par les réparations sur le matériel. De manière nette, les factures ont baissé. Voilà, ça c'est les chiffres qui nous sont fournis par Transdev. Si vous voulez des chiffres précis, je peux vous les donner, mais je pense que ça n'a pas grand intérêt qu'on cite plein de chiffres et qu'on vous en mette plein la tête et que vous ne reteniez pas tout. Du côté des chauffeurs, alors on avait des chauffeurs de bus réticents, plutôt très réticents à la gratuité, qui en avaient peur, comme on a peur de l'inconnu, comme on a peur de ce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans son travail au quotidien. Et pour avoir interviewé la semaine dernière le directeur du réseau, il me dit que ça a diamétralement été renversé et que les chauffeurs se sentent bien mieux dans leur nouvelle fonction qui ne consiste plus à avoir un rôle de guichetier, mais plutôt à assurer la surveillance et l'ambiance dans leur bus. C'est-à-dire qu'au lieu de payer en faisant un peu la tête ou d'avoir des gens qui tentaient la fraude en baissant la tête, voilà, les gens disent beaucoup plus bonjour, plus frontalement, et le fait que ce soit un public d'usagers nouveaux aussi renverse un petit peu les habitudes. Ce sont des gens qui disent bonjour plus naturellement, ils n'ont pas l'habitude de prendre le bus depuis des années de manière un peu déshumanisée. Donc les rapports à l'intérieur des bus, les rapports humains sont plus cordiaux. Il y a une plus grande convivialité. Voilà. Et en général, les nouveaux usagers ont plein de questions à poser, donc ils engagent facilement la conversation avec d'autres personnes qui ont l'habitude de prendre le bus, elles. Et voilà, dans les bus, il y a des conversations qu'il n'y avait pas avant. Les gens se parlent plus. Et enfin, je peux vous parler du renversement d'image. Donc prendre le bus avant, c'était pas bien vu. Dunkerque, c'est une ville ouvrière où la voiture est vue de manière très positive, sans doute encore plus qu'ailleurs. C'est encore une arrivée sociale, enfin, c'est un aboutissement social d'avoir sa voiture. C'est encore fort, c'est pas du tout, on n'a pas du tout été boboisé avec on n'a pas de voiture et on est fier, pas du tout. C'est une honte de ne pas avoir de voiture. Et donc il y avait peu de gens dans les bus et les parents aimaient bien conduire leurs enfants à leurs activités le mercredi, etc. Et le mercredi est devenu le jour le plus fréquenté de la semaine, alors que c'était tout à fait l'inverse avant. Et ça, on le voit parce que dans les bus, ce sont des jeunes
que leurs parents autorisaient à prendre le bus seuls, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est un signe plutôt positif. Voilà, je vous propose de passer à la slide suivante. Alors, qui sont les nouveaux usagers du bus? Il y a eu cette question dans la salle. Donc, on vous l'a dit, c'est un public beaucoup plus varié. Des familles, des cadres, des actifs, des gens qui ne sont pas obligés de prendre le bus, contrairement au public qui était captif. Après, j'ai entendu aussi, alors est-ce que c'est plutôt des piétons, plutôt des cyclistes, plutôt des automobilistes? Alors, déjà, je voudrais juste revenir sur ce qu'on entend beaucoup dire actuellement. Moi, je lis beaucoup d'articles où j'apprends que ce sont en masse des hordes de piétons et de cyclistes qui auraient envahi les bus gratuits. Alors nous, à Dunkerque, on a une part modale de cyclistes de 2%. C'est-à-dire 2% des déplacements dans l'agglomération se font à vélo. C'est-à-dire qu'on croise rarement des cyclistes, hein, pour vous faire un petit peu... on n'est pas une agglo de vélo, quoi. Et donc, vu comme les bus sont remplis actuellement, je ne pense pas que ce soit les cyclistes qui soient reportés dans les bus. Voilà. Même si ça, je ne suis pas en mesure de vous l'affirmer de manière tout à fait certaine, puisqu'on a une étude qui est en cours. On aura les résultats en septembre. Et là, on aura vraiment des chiffres sur qui il y a dans les bus. Mais je peux vous dire que les premiers résultats de qui il y a dans les bus, c'est majoritairement des gens qui ont une automobile, qui la laissent au garage de temps en temps pour prendre le bus, et des piétons qui ont, parce qu'il pleut, parce qu'ils ont envie, et ils ont bien le droit, et ben, ils préfèrent prendre le bus plutôt que de marcher. Et je pense que c'est tout à fait leur droit. On ne va pas obliger les gens à marcher contre leur gré, c'est pas le but. À mes yeux, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on a certainement pioché dans un petit peu toutes les catégories d'usagers, et puis on est tous à nos heures, selon le temps de la journée, le temps de la semaine, ou qu'on soit en vacances ou pas. On peut être automobiliste, cycliste ou piéton, on ne rentre pas tous dans une seule case, on peut être plusieurs modes de transport, et le bus peut s'ajouter à encore ce type de mode. Voilà, après, l'impact sur les commerces, c'est quelque chose que l'étude qu'on a lancée va aussi nous permettre de déterminer. On pense que ça a un impact parce que ça draine un public quand même plus important qu'avant dans le centre d'agglomération. Et on voit beaucoup de jeunes, des lycéens, notamment des collégiens, un petit peu moins, dans le centre-ville entre midi et 2. Donc on se dit que les sandwicheries, la restauration rapide, tout ça, ça doit de toute façon être impacté. On va le vérifier, mais on a ce pressentiment-là. Voilà. Là, on n'est plus sur du pressentiment. Je me garderai de vous affirmer quoi que ce soit, même si on pense que c'est plutôt positif également. Je ne pense pas qu'on va avoir des chiffres d'affaires de plus de 50%, hein, mais on a un McDonald's qui dit que son chiffre d'affaires a augmenté de manière significative grâce à ce public du midi. Ah bah oui, mais les jeunes, on ne peut pas les commander d'aller manger des salades diététiques. Ouais. Ils vont où ils veulent, si on est heureux. Mais en tout cas, c'est positif, et je me dis qu'il y a peut-être d'autres commerces qui sont séduits. Et on avait parlé qu'au directeur du McDo, mais peut-être que le directeur de Quinoa Burger a pensé la même chose. Voilà. Ensuite, le potentiel à explorer. Alors pourquoi j'ai écrit ça dans le PowerPoint? Parce qu'en fait, on a testé la mesure l'hiver pour l'instant. Et nous, on est quand même une ville balnéaire, on a un front de mer, et l'été, on a des afflux massifs de gens vers le front de mer. Et puis on a un développement touristique qui est assez important depuis quelques temps. Donc on se dit qu'on va quand même observer des choses nouvelles et qui vont se développer dans l'avenir. Et le directeur du réseau de bus que j'ai rencontré me disait qu'il avait de plus en plus de gens qui allaient se renseigner dans l'agence commerciale qui ne vend plus rien, mais renseigne encore les gens, sur de futurs trajets, sur comment je peux faire pour me rendre à mon travail, j'habite là, voilà. Donc on pense que la mesure de la gratuité, elle livrera ses fruits vraiment, sans doute sur plusieurs mois, plusieurs années. On n'est qu'au début. Et donc on se dit que si ça, c'est que le début, c'est très encourageant. Voilà. Et puis on a une petite observation rigolote qu'on peut faire sur au moins un parking de manière certaine parce qu'il est comptabilisé. C'est un parking barriéré qui était payant la journée, qui était souvent plein, même tout le temps plein, et qui l'est moins. Alors je ne dis pas qu'il est vide, ça serait faux, mais il est plus plein systématiquement. Et on se dit que c'est peut-être l'impact direct de ça. Ce qui veut dire qu'à terme, si on a plusieurs parkings qui sont plus vides, on va peut-être pouvoir supprimer des parkings. Et peut-être qu'à la place des parkings, on pourra faire des logements. Et qu'on pourra attirer de nouveaux habitants qui seront plus obligés d'utiliser leur voiture. Et que ça peut peut-être engendrer un cercle vertueux
Enfin voilà, ça nous offre des opportunités d'aménagement qui sont très sympas. Et je voulais attirer vos attentions sur les photos de ces slides. Le réseau fait des animations. Donc à Noël, ils avaient mis le Père Noël dans les bus. Sur les photos précédentes, vous aviez un bus discothèque avec un DJ qui mixait toute la journée. Et un bus carnaval avec des animations carnavalesques. Et là en haut, c'est les mascottes des équipes locales avec les joueurs qui débarquent dans les bus au hasard comme ça. Et donc, on ne sait pas trop sur qui on peut tomber, mais on peut être sur une journée spéciale et tomber sur un joueur de l'équipe de hand pro. Et voilà, et ça marche très bien, ça crée de l'animation en plus. Le but, c'était de faire voyager les gens avec le transport, mais aussi en rendant le trajet un petit peu surprenant, un petit peu agréable, en créant de l'animation. Voilà. Alors, donc comme je l'ai dit, là on est à la gratuité totale depuis 6 mois, mais avant c'était la gratuité partielle. Donc elle a été lancée en septembre 2015. Donc on a eu 3 ans de gratuité partielle. Donc on a eu le temps de tester la gratuité. Et on a eu le temps de bien préparer la gratuité totale. Ça a laissé le temps de faire plein de choses que Guillaume va bien vous expliciter. Et alors, petit rappel, comment s'est instaurée la gratuité à Dunkerque? Donc, c'est une promesse électorale d'un candidat à la mairie qui a remporté les élections. Et bon, les gens ont voté sans doute massivement pour lui en raison de cette mesure. Ça a été quelque chose de très attractif. Mais ils ont voté tout en n'y croyant pas. On entendait, oui, ils y arriveront jamais. C'est vraiment quelque chose qu'on entendait tout le temps. Ils vont essayer peut-être, mais bon. Et oui, 25. Ah, il faut me dire parce que je vois rien. Oui, d'accord. Et ben, je me dépêche. Donc, c'était une promesse électorale pour hausser le niveau de qualité de vie des gens, leur permettre d'avoir plus de mobilité, parce que qui dit mobilité, dit emploi, dit relations sociales, dit connexion avec les autres. Enfin voilà, la mobilité c'est crucial. Le pouvoir d'achat, puisque on a vu une tarification sociale très poussée, mais comme souvent avec la tarification sociale, les personnes les plus pauvres, eh ben, elles ne la demandent pas. Comme les gens qui ne demandent pas le RSA, c'est pareil. On a droit à la gratuité, mais on ne la demande pas parce qu'on ne sait pas, parce que c'est trop difficile de faire les démarches, etc. Donc les gens les plus pauvres, payaient au ticket, ce qui est la manière la plus chère de payer. Et puis on s'était dit que la gratuité, c'était un choc psychologique. Ça allait vraiment faire rentrer les gens dans les bus, et ça a été vrai. Et puis, c'était pas le nerf de la guerre, mais le fait de protéger l'environnement. Plus de gens dans les bus, c'est moins de gens dans les voitures individuelles a priori, donc c'est moins de pollution a priori. Voilà. Et je pense que c'est bon. Et originalité du mode de quoi j'avais marqué? Tu te souviens? Ah oui, pas de temps, ça je l'ai expliqué. Hop, on peut passer à la prochaine slide et je passe à mon collègue, comme ça j'ai pas trop parlé. Comme l'expliquait Vanessa, en fait, pour revenir un petit peu sur le contexte, avant le projet, là, les chiffres que je vais vous présenter, c'est bien évidemment avant la gratuité, donc on est à peu près en 2014-2015. L'usage de la voiture sur le territoire, il est très important. On est à plus de 2/3 des déplacements qui sont faits en voiture. Pour vous donner une idée, donc il y a une enquête qui a été réalisée en 2015 et on a cumulé l'ensemble des déplacements faits en voiture en une journée par la population du territoire. On a obtenu 171 fois le tour de la Terre. Donc pour nous c'était un chiffre important, ça fait plus de 6 millions de kilomètres parcourus en voiture chaque jour. Donc c'est un peu plus large que la CUD, mais ça donne un peu la tendance sur l'utilisation très importante. Et vous le retrouvez dans les parts modales, donc vous avez la voiture conducteur 49% et la voiture passager 18%, ce qui fait à peu près 2/3. Dans le même temps, l'usage du bus est très faible. On est à 5% des déplacements qui sont faits en bus. Il faut savoir que très bien. Il faut savoir que c'était en baisse aussi depuis la précédente enquête de 2003. En 2003, on était à 7% de transport en commun. 2015, 5%. Donc il fallait aussi le choc psychologique dont parlait Vanessa, il est aussi sur ce point-là pour vraiment augmenter l'usage du transport en commun. Le vélo, 2%, un territoire où on marche quand même pas mal, puisqu'on est à 25% des déplacements à pied. Simplement pour reposer le contexte aussi, c'était l'ancien réseau, donc qui datait des années 70 quand même, qui avait été très peu requalifié depuis. En fait, il y avait des bouts de lignes qui étaient rajoutés au fur et à mesure, mais il n'y avait pas eu de vraie restructuration.
Ce réseau, il n'était pas égalitaire, puisqu'en fait, il y avait seulement un tiers de la population qui était desservie par une ligne performante, ce qui veut dire que 2 tiers de la population n'étaient pas desservis par une ligne performante. Et paradoxalement, c'était sur les secteurs où il y a plus de besoins en transport en commun que la desserte était la moins performante. Donc c'était aussi une raison pour vraiment refondre le réseau et aussi préparer bien évidemment la gratuité. Le bus ne respectait pas non plus ses horaires. Il y avait, là on a marqué temps de trajet incertain, puisqu'en fait, pour prendre un exemple, entre la gare et la place Jean-Bart, le bus pouvait mettre 3 minutes en heure creuse, quand il mettait 15 minutes en heure de pointe, puisqu'il n'y avait pas de système de priorité, il y avait très peu de sites propres. Donc il fallait aussi refondre tout ça et vraiment restructurer le réseau. Donc c'était en conclusion un réseau qui était devenu obsolète. On peut passer. Donc au niveau des enjeux du projet, donc là on est toujours avant le projet DK+ de mobilité, c'est le nom qu'on lui a donné. C'était bien le projet de refonte du réseau de transport en commun, mais pas seulement. En fait on en a profité sur Dunkerque, et c'est la particularité, on en a profité pour vraiment réorganiser la ville et réaménager tous les espaces publics pour améliorer la qualité de vie et le cadre de vie. Donc l'idée c'était de rendre la ville plus belle, plus confortable, plus agréable à vivre. Donc pas seulement un projet de transport, mais vraiment un projet transversal qui mêlait urbanisme, mobilité et les aménagements paysagers, l'aspect social aussi qui était vraiment prégnant dans le projet. Donc une phase de concertation importante pour ce projet, dont l'enjeu c'était évidemment d'aménager la ville, de restructurer le réseau pour mieux desservir. Et là ça a été aussi pensé de manière à desservir aussi les quartiers prioritaires, parce qu'il faut savoir que à l'échelle du Dunkerquois, il y a des quartiers, comme dans chaque agglomération de France, un peu plus sensibles, un peu plus défavorisés, où il y a un besoin de transport en commun. Si on prend Saint-Paul, Grande-Synthe, ces 2 communes qui jouxtent Dunkerque, on est à jusqu'à 30% de taux de non-motorisation, des ménages qui n'ont pas de voiture. Donc, où il faut forcément des solutions de mobilité plus importantes et donc un réseau performant pour rejoindre le centre-ville. Donc l'idée c'est bien évidemment de pouvoir améliorer la mobilité pour tous, de fournir un réseau efficace qu'on considère comme une alternative à la voiture. Donc vous voyez, on n'était pas seulement, pourtant la gratuité était bien dans la philosophie, mais il y avait aussi cet aspect de restructuration du réseau et d'en profiter pour faire les aménagements publics. Vous avez en bas de la slide un photomontage sur l'ancienne autoroute urbaine qu'on verra tout à l'heure, où vous voyez que sur la droite, en fait, les anciennes voies voitures ont été réservées pour les bus. Donc on voit les bus avec aussi un canal réouvert. Enfin, on vous présentera en détail les aménagements tout à l'heure. Donc l'objectif, c'était de réorganiser le réseau. Pourquoi? Aussi pour se fixer l'objectif de doubler la part modale du bus, de passer de 5 à 10%, avec le nouveau réseau et avec la gratuité. Ça, c'est important à retenir. Comment on le fait? Forcément, c'est aussi avec des liaisons plus fréquentes. Il y avait dans les questions tout à l'heure l'idée du réseau, c'est fondamental. Des liaisons plus fréquentes, plus proches des habitants aussi, qui desservent intelligemment, on va dire, l'agglomération et qui sont adaptées aux besoins. Et bien sûr la gratuité qui est une forme de facilité d'accès, où on accède, comme le disait Vanessa, sans titre de transport, sans carte, qui est aussi un moyen y compris pour des personnes qui auraient sur le papier largement la possibilité de payer le ticket de bus, mais cette facilité d'accès, ce libre accès, il est important aussi pour mettre l'accent sur le transport en commun. Donc la gratuité totale a été mise en place en septembre 2018, donc ça a été le moment de la rentrée. La rentrée, c'est un moment aussi pour profiter des nouvelles organisations. C'est bien de mettre en place un réseau à la rentrée, puisque les gens peuvent reprendre de nouvelles habitudes. Il faut savoir qu'il est passé gratuit, donc forcément il y a eu le boom de fréquentation dont parlait Vanessa. C'était aussi un nouveau réseau pour les usagers, donc vous imaginez un peu, en tout cas pour ceux qui avaient l'habitude de prendre le bus, il fallait forcément reprendre, même s'il y a eu une phase de concertation et d'explication très importante. Donc le bus en libre accès pour tous et la fin du système billettique, où on monte vraiment librement. Vous avez des illustrations ici sur l'événementiel qui a été fait autour de cette gratuité. En fait, c'est presque la fête du bus gratuit au lancement. Il y a eu vraiment, là on voit des groupes de musique au niveau des plateformes d'échange, il y a eu un concert, il y a eu un mapping sur la place, il y a eu vraiment de l'événementiel pour dire d'en faire une fête
Et sur Dunkerque, le bus, enfin en tout cas tous les aménagements de bus, c'était presque un prétexte pour changer complètement l'image de l'agglo et renforcer son attractivité. Donc aujourd'hui, Dunkerque, c'est la plus grande agglomération d'Europe à avoir mis en place la gratuité pour l'instant. On espère que ça continuera. Tallinn est plus important en poids de population. Ils ont pour l'instant la gratuité pour les résidents. Mais il y a d'autres agglos très importantes aussi, comme Niort en France, où c'est 120 000 habitants aussi. Et donc Dunkerque, c'est 200 000 qui ont la gratuité des transports en commun. Donc voici le nouveau réseau. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous détailler dans l'ensemble des lignes une par une avec la fréquence, etc. Mais simplement pour vous donner une idée. C'est pas forcément lisible, mais ce qu'il faut retenir sur ce nouveau réseau, c'est que c'est du BHNS, donc du bus à haut niveau de service sur la majorité des tronçons. Il y a en fait 17 lignes au total, dont 5 lignes chrono. Les lignes chrono, vous les avez aussi à Grenoble. C'est des lignes pour nous à 10 minutes de fréquence. J'ai vu qu'à Grenoble, elles étaient même mieux cadencées en journée, c'était entre 6 et 9. Donc chrono dans le sens où on prend le bus facilement, presque comme un tramway. La fréquence 10 minutes permet vraiment prendre le bus sans se poser de questions, sans réfléchir aux horaires, à la coordination. C'est presque sur Dunkerque les avantages du tramway, mais avec le coût des aménagements bus, puisqu'en fait on le verra tout à l'heure, restructurer l'agglomération aussi. Donc il y a presque, pour ceux qui sont venus en visite, notamment Michel sur Dunkerque, c'est vrai que ça a été une restructuration tellement importante qu'on a presque l'impression de l'effet tramway, au moins sur les aménagements principaux. Le réseau, il est structuré en 3 points essentiels. C'est le point tout à fait au centre que vous voyez, c'est la gare, qui est une plateforme d'échange où il y a forcément la gare TGV, TER et l'ensemble, enfin la grande majorité des lignes qui passent par la gare, dont les lignes chrono. Et 2 plateformes d'échange, donc à l'est, au niveau de Locquencook, qui est la plateforme du Fort des Dunes, qui assure aussi le lien avec le réseau interurbain. En fait, c'est à ce niveau-là. Vous voyez, à ce niveau de la plateforme d'échange, c'est vraiment le lien entre le réseau urbain. Ici, on est entre Grande-Synthe et Locquencook, c'est le réseau vraiment dense, à 10 minutes de fréquence. Et au-delà, il a été décidé de faire une plateforme d'échange pour... donc il y a forcément un changement, mais c'est vraiment la connexion entre l'urbain et l'interurbain. Et ça permet d'avoir un réseau aussi performant. Il y avait une question tout à l'heure sur la desserte, on pourra en discuter. C'est vrai que c'est toujours difficile dans les secteurs plutôt ruraux d'avoir des bus très fréquents. En général, en réseau de transport, pour une raison d'efficacité, on essaye aussi de répondre aux besoins. Et c'est pas toujours évident. Là, sur Dunkerque, ça a été repensé de cette manière, en 3 plateformes d'échange pour répondre vraiment, avoir un accès rapidement. On dit que c'est un peu l'agglo des 20 minutes, où on met la majorité de l'agglomération à 20 minutes de son centre, et c'était un objectif. Pour prendre un exemple, entre Grande-Synthe et Dunkerque, avant le nouveau réseau, on mettait 40 minutes en bus. Aujourd'hui, c'est presque divisé par 2. Donc, c'est aussi 20 minutes pour accéder plus facilement au centre-ville. Ok. Donc, le BHNS, il y a eu énormément d'aménagements. C'est pas toujours des sites propres, c'est pas toujours des voies dédiées aux bus. Ça peut parfois être des petits systèmes de priorité, des voies bus avec un feu vert qui se déclenche avant pour laisser priorité, et le bus qui passe facilement devant le flux de véhicules, ce qui permet de gagner du temps et du coup de respecter la fréquence et les horaires, ce qui n'était pas vrai avant. Au total, pour assurer ce nouveau réseau, il y a eu une augmentation de l'offre. Il y a eu au total 36% d'augmentation d'offres. On est sur 17 800 km parcourus alors qu'avant c'était 13 000. Donc plus 36% de l'offre, c'est aussi la particularité. Il y a la gratuité, mais il y a aussi une augmentation de l'offre. Pour assurer le service, il y a eu des embauches de chauffeurs aussi. Il y a eu une quarantaine d'embauches. On est aujourd'hui à 273 chauffeurs, donc c'est pas tout à fait la même dimension que le Semitag, mais en tout cas pour Dunkerque, c'est important. Globalement, on pourra en venir en détail si vous avez des questions sur le réseau. Je vais m'arrêter là pour l'aspect technique. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a eu 4 ans de gros travaux sur l'agglomération. Enfin, 2 ans, vraiment, 4 ans le projet au total, 2 ans d'études, 2 ans de travaux. Ça a coûté au total 65 millions d'euros, des aménagements vraiment importants.
Et vous allez comprendre pourquoi on vous a préparé des photos, des photos avant-après, pour que vous puissiez prendre un peu la tendance des aménagements et un peu une visite de Dunkerque à distance. Je vais en profiter avant de démarrer avec cette slide pour vous dire qu'on n'a pas contraint la voiture à Dunkerque. On n'a pas fait ce choix-là. On a proposé le bus, mais en faisant les aménagements qui permettent au bus de passer vite, même si ce n'est pas des grosses contraintes, pour les automobilistes à Dunkerque, c'est un choc psychologique énorme de devoir laisser passer un bus. C'est énorme parce qu'on roulait vite, on roulait bien, on se garait où on voulait. Bon, on peut toujours se garer très bien et rouler plutôt vite, mais plus aussi bien qu'avant. Et c'est un deuil à faire. Et là, les gens trouvent que c'est terriblement dur ce qu'on leur inflige. Et je me dis que c'est pas le cas. Mais bon, bref, pour les Dunkerquois, c'est pas facile. Même si pour vous, je pense que ça vous ferait sourire. Donc la plage Jean-Bart, c'est un des aménagements majeurs auquel a été procédé dans le cadre de DK+ de mobilité. Donc la plage Jean-Bart, c'est la grande place, la place principale de Dunkerque, celle autour de laquelle il y a sur laquelle il y a la statue de Jean-Bart. Jean-Bart, c'est le héros local, indiscutable, on ne dit jamais mal de lui, il est magnifique. Et donc c'était une place où pouvaient circuler, vous voyez sur cette image-là, les voitures, comme ça en le contournant. Et c'était un goulet d'étranglement en termes de circulation pour les bus. Les bus pouvaient rester coincés là très longtemps, puisque c'était un système de priorité à droite et les bus étant moins réactifs, ils passaient moins. Et alors, une votation citoyenne a été effectuée parmi la population et on a proposé deux choix. Le premier choix, c'était la piétonisation. Le second choix, c'était la zone de rencontre. Si vous voyez à peu près ce que c'est rouler très doucement et partage par tous les modes, avec la priorité aux plus faibles, les piétons d'abord, les cyclistes ensuite, etc. Donc, les gens ont voté à 55% pour la piétonisation, ce qui était une agréable surprise. Bon, il y avait eu beaucoup de réunions avant, d'explications, etc., mais ce n'était pas gagné quand même. Et donc, la place a été piétonisée. Et ça a diamétralement changé, ça a été le coup d'envoi de ce à quoi allait ressembler l'agglo ensuite, en fait. On a retrouvé une qualité d'espace public, enfin on n'a pas retrouvé, on a découvert une qualité d'espace public qui n'existait pas à Dunkerque. C'est pas une ville qui a l'habitude de la flânerie, de prendre son temps, les gens travaillent, c'est dur, il y a du vent, enfin... Il y a un côté météo et la culture ouvrière ensemble, on n'est pas dans la douceur de vivre. Et donc je trouve qu'on a un petit peu découvert la douceur de vivre grâce à cet aménagement-là. Enfin, c'était quelque chose de fort. Voilà. Et la slide qui suit, donc c'est l'aménagement complémentaire, c'est le boulevard qui part de cette place que vous venez voir et qui remonte jusqu'à la gare, qui s'appelle le boulevard Alexandre III. Donc sur les photos, c'est pas très visible, mais c'est une artère très commerçante. C'est the place to be pour les gros commerces. Et... donc là, les trottoirs étaient petits, la voirie au milieu était gigantesque, et en fait, on a complètement inversé les choses. On a fait des larges trottoirs avec des auvents très très esthétiques, très très décoratifs qui apportent justement cette beauté, ce geste qui manquait un petit peu, ce geste artistique. Et les voitures sont contraintes de rouler sur une voie petite, et les bus passent de manière beaucoup plus apaisée. Donc c'est dans la droite ligne, voilà, c'est le type d'aménagement auquel il a été procédé. Et les commerçants, ça a été très long, il y a eu beaucoup de commerçants, ils ont été très impactés, en tout cas ils ont énormément râlé. On les entend plus trop, donc on imagine que ça va mieux. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont été impactés, mais on n'avait pas le choix. Je te laisse. Donc on passe à la place de la gare. La place de la gare, c'était avant, donc en bas à gauche, un nœud d'échange important pour les bus, sauf qu'en fait c'était sous une structure métallique et les quais étaient très étroits. Donc de une, c'était pas accessible en grande majorité et il y avait un vrai problème pour changer d'une ligne à l'autre. Pour lire l'information, il fallait se tourner presque sur la voie bus parce que c'était vraiment étroit. Et il y avait sur cette place des flux un peu dans tous les sens. C'était les piétons, les taxis, les bus. Il faut savoir que pour les bus, c'était le nœud structurant, encore une fois, du réseau. Donc ça posait vraiment problème. C'était pas une place de la gare où quand on sortait du train, on avait une vraie entrée de ville avec un espace public matérialisé. C'était plutôt une place où on comprenait pas vraiment où se situer même en tant que piéton. Et on pouvait pas du tout prendre le temps par exemple de flâner ou d'observer les façades qui sont pourtant très jolies.
Donc il a été décidé de supprimer la gare routière, donc je vous rassure, elle a été réaménagée, on le verra juste dans la slide d'après, et donc d'en faire une place piétonne avec un abri vélo sécurisé. Donc la structure a été gardée pour faire un abri vélo, ça n'existait pas à Dunkerque. Donc là on est très modeste sur le nombre de places, puisque pour rappel, l'usage du vélo à Dunkerque est très faible, c'est 2% des déplacements. Notre abri vélo sécurisé, mais on en est fier quand même, c'est 100 places. Donc ça permet de déposer son vélo pour aller prendre le train ou aller aussi en centre-ville. Donc cette structure, elle est aussi un petit peu dans le ton des auvents du centre-ville, comme l'a présenté Vanessa, un peu un geste qui apporte de la modernité et qui marque un peu l'esprit quand on arrive à Dunkerque, qui marque l'esprit entrée de ville en fait. Donc la nouvelle gare routière, la voici. Donc là on est juste à côté de la gare. Symboliquement, ça a été aménagé sur un ancien parking. C'est aussi un geste fort. Donc un parking de toute façon qui était complètement saturé, même pour les premiers trains. Donc la gare routière, la nouvelle, pour le coup, elle est bien dimensionnée. Il y a 2 quais principaux, donc qui sont le quai à droite pour aller vers l'est de l'agglomération et le quai à gauche où on voit le bus vert pour aller vers l'ouest. Donc c'est assez simple en lisibilité pour l'usager, il se repère facilement, même s'il y a encore un petit peu de communication à mettre, puisque c'est des quais en longueur. Toutes les lignes chrono passent et de ce fait, il faut que l'usager sache où se positionner aussi sur le quai qui peut paraître un peu long au départ. Mais à l'usage, ça fonctionne très bien, avec 2 autres quais aussi qui sont réservés aux autres transports, donc les transports de la région maintenant, qui est autorité organisatrice pour le transport interurbain, les cars Macron avec les lignes hautes, enfin longue distance, etc. Donc cette nouvelle gare routière, elle permet vraiment de faire un pôle multimodal avec la gare TGV, les vélos, la gare routière qui permet d'échanger facilement, de passer d'un bus à l'autre facilement, et les 4 lignes chrono sur 5 passent à cette gare, donc il y a vraiment des bus en permanence, et c'est vraiment la plateforme multimodale et le nœud central du réseau. Alors, ça c'est sans doute l'aménagement le plus symbolique. Donc c'était l'autoroute urbaine que vous a décrite tout à l'heure Guillaume, construite sur un canal. Donc on avait recouvert un canal pour pouvoir bien rouler très très vite à fond. Et donc ça a duré de nombreuses années, une trentaine d'années si je ne m'abuse. Après je ne suis pas dunkerquoise donc je ne l'ai pas vu tant que ça. Enfin, je ne suis pas dunkerquoise depuis suffisamment longtemps. Donc, alors on a découvert le canal, donc on l'a retrouvé, on ne le voyait plus depuis longtemps. On l'a aménagé donc avec, il y a des voies voitures qui ont été conservées. Il y a un site propre pour le bus à droite, et là il y a un site propre piste cyclable piéton. Et bon, là sur la photo, ça fait pas très très gai, mais ça venait d'être planté. Et à terme, ce sera vraisemblablement très verdoyant parce qu'il y a quand même beaucoup d'espèces différentes locales qui ont été plantées. Et ça change la qualité. Ça change tout. Les gens roulent à 50, avant ils ont roulé à 90. C'est déjà très différent. Il y a des feux, tout a été fait pour les ralentir. Je pense que ça change considérablement la vie des gens qui vivent là. Parce qu'aussi, ils peuvent traverser à pied le boulevard. Ce qui était impossible avant. C'était une autoroute. Donc il y avait 2 ponts qui permettaient de passer, mais très éloignés, quoi. C'était pas du tout pratique. Et là, on peut, si jamais on connaît quelqu'un en face, on peut aller le voir. Et ça lie Dunkerque et Saint-Paul, donc c'est 2 quartiers en fait de Dunkerque. Mais les habitants en fait étaient coupés, donc je pense qu'ils se voyaient pas. Enfin, c'était pas du tout le même usage. Donc, on espère que ça va retisser des liens entre les quartiers aussi. Quand on dit faire de la couture urbaine, enfin c'est un vocabulaire d'urbaniste. Là, je trouve que là, on voit bien ce que ça peut vouloir dire, recoudre les quartiers, refaire tissu urbain, tous ces thèmes un petit peu. Là, on se rend compte quoi, que ça a été recousu. Voilà. Et alors, oui, alors je vous ai dit, on saura l'étude bientôt. Enfin, je vous ai plusieurs fois parlé d'une étude parce que donc on a lancé une étude parce que on s'est aperçu qu'il n'en existait pas. On entend beaucoup de choses sur la gratuité, il y aurait ci, il y aurait ça, mais en fait, il n'y a pas de chiffres très très fiables. Même les villes qui communiquent sur leurs chiffres, elles nous disent toujours, bon, à peu près. Parce qu'ils n'ont pas fait les comptages, parce qu'ils ne s'étaient pas donné les moyens de faire l'étude avant, après. Et nous, on a eu la chance de pouvoir le faire. Donc, on travaille avec un cabinet de chercheurs
On a fait appel à des chercheurs pour être complètement crédible, indiscutable, c'est validé scientifiquement, c'est pas nous qui avons envie de le dire, c'est pas la communauté urbaine qui le dit, c'est eux. Et donc en fait, ils ont travaillé en deux phases. La première phase, c'était 6 mois lors de la gratuité partielle. On a un chercheur qui est venu 6 mois à Dunkerque et qui a rendu son bilan. Et là, on a pendant 1 an, jusqu'en septembre, une chargée de mission du cabinet qui travaille en lien avec 3 chercheurs du cabinet et qui est en train de travailler. Et on va pouvoir répondre à ces questions de report modal, notamment, savoir si ce sont des cyclistes, si ce sont... Parce que là, c'est obsédant, c'est une question que tout le monde pose. Donc, il faut qu'on tire ça au clair. Et donc, on veut mettre un terme à tous ces échanges d'arguments, de contre-arguments non validés. En fait, on sait très bien que notre étude, elle est très attendue et que de ça découlera beaucoup de choses. Et voilà. Donc, en septembre 2019, on y verra plus clair et puis ça débouchera beaucoup de sujets pour les municipales puisqu'on sait qu'il y aura beaucoup de candidats aux municipales qui vont proposer la gratuité. Et là, tout le monde pourra parler gratuité sur un pied d'égalité. Et la slide suivante, je ne sais plus, c'est Guillaume qui va vous parler argent, puisque c'est aussi hyper important. Alors effectivement, c'est une question prégnante dans la gratuité, parce que quand on dit gratuité, c'est bien évidemment gratuit pour l'usager, mais la gratuité a un coût, ça se finance. Ça fait partie des questions redondantes sur le sujet. Ça fait partie aussi de la bataille idéologique dont parlait Vanessa dans la slide précédente. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est le retour d'expérience sur le Dunkerquois. Donc à Dunkerque, sur le réseau de la CUD, il faut savoir que la part de financement de l'usager dans l'ensemble du réseau, elle était très faible. En fait, les recettes billettiques couvraient à peine 10% du prix du réseau, de ce que coûtait le réseau à organiser et à transporter au quotidien. Donc c'est une part assez faible, ça correspond à 4,5 millions d'euros par an. Donc c'est ce coût de la gratuité à Dunkerque qui correspond à ce volume d'argent. Donc évidemment la gratuité c'est un choix politique, c'est une mesure politique à la base comme l'a expliqué Vanessa, et au final quand on prend ce coût, 4,5 millions d'euros par an, c'est à peine quelques pourcents du budget de la CUD. Donc à un moment c'est aussi un choix de mettre l'argent où c'est peut-être le plus efficace, où on est presque sûr d'avoir des retours en termes de qualité de l'air, en termes de qualité de vie pour les usagers, etc. Le versement transport, vous le savez, c'est l'essentiel du financement des réseaux de transport public en France. Sur Dunkerque, il faut savoir qu'il n'a pas été augmenté pour la gratuité, mais il avait été augmenté en 2011, donc précédemment pour un autre projet. Il avait été augmenté de 0,5%, donc il était à 1,05, il est passé à 1,55, et depuis 2011, il est resté à 1,55. Il n'est pas encore à son maximum, puisque le maximum sur Dunkerque, commune touristique littorale, c'est 2%. Donc il y a encore cette réserve, comme Grenoble, on pourrait au cas où, mais pour l'instant il n'y en a pas besoin. Cette réserve, de 2011 à 2018, le VT a été cagnoté, puisqu'il n'y avait pas directement d'aménagement. Et donc ça a donné à peu près 60 millions d'euros pour faire le projet des Capus, tous les aménagements que vous avez vus. Donc ça a été 60 millions de travaux, 5 millions d'études, donc il y a eu vraiment beaucoup d'aménagements urbains. Aujourd'hui il est toujours à 1,55% le versement transport. Faut savoir aussi qu'il y a eu un léger surcoût pour le réseau, puisqu'on a augmenté l'offre de 36%, il y a eu de l'achat de bus, il y a eu de l'embauche de conducteurs, donc forcément il y a un léger surcoût qui est estimé à peu près à donc, billetterie plus surcoût du réseau, 8 millions par an. Donc c'est à peu près 4 millions de surcoût par rapport à l'ancien réseau. Et ça, c'est compensé par cette ancienne hausse du versement transport qui, aujourd'hui, en fait, permet largement de financer le réseau en entretien, en fonctionnement, mais aussi en capacité d'investissement, et ça, c'est pas négligeable. En tout cas, l'expérience de la carte prouve que c'est possible en termes de financement de la gratuité. Et un point important qu'on a développé tout à l'heure, c'est que la gratuité, c'est bien pour faire monter les gens dans le bus, mais c'est évidemment la qualité qui les fera rester. Et c'est pour ça que sur le réseau Dunkerquois, il y a vraiment une fiabilité qui est assurée, un nouveau réseau restructuré, puisqu'il ne faut pas se lancer en gratuité avec un réseau... pour le Dunkerquois, ça n'aurait pas été possible de lancer la gratuité totale avec le même réseau. Ça aurait été difficile pour l'usager et les bus forcément qui n'auraient pas répondu à la demande.